Bonjour à toutes, bonjour à tous. La rédaction civile est très heureuse de vous présenter son premier épisode de 5 minutes d'arrêt en droit de la famille. Au programme aujourd'hui, 3 décisions. Les 2 premières concernent des parents transgenres établis en Allemagne qui ont donné naissance à un enfant après leur changement de sexe sur le plan juridique. La Cour européenne des droits de l'homme a statué le 4 avril dernier sur les mentions relatives aux parents transgenres sur l'acte de naissance de l'enfant. Et je laisse Florence nous exposer la solution retenue par la Cour. La première affaire concerne une femme devenue homme et reconnue comme telle à l'état civil. Après avoir fait une pause dans son traitement hormonal, il redevient fertile, bénéficie d'un don de sperme et donne naissance à un garçon. Il demande au service de l'état civil de l'inscrire comme père car, affirme-t-il, il est de sexe masculin et a accouché de l'enfant. Les juridictions allemandes de première instance, d'appel ainsi que la Cour fédérale refusent. La femme devenue homme doit être inscrite en qualité de mère de l'enfant. Le requérant et l'enfant saisissent alors la Cour européenne des droits de l'homme pour violation du droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ils s'appuient notamment sur la réalité de leur relation père-fils. Ils invoquent également la violation de l'article 14 de la Convention qui concerne les droits et libertés sans distinction aucune, notamment de sexe. Alors qu'en dit la Cour ? Elle considère que les juridictions allemandes ont ménagé un juste équilibre entre les droits du parent, les intérêts de l'enfant et les considérations relatives à son bien-être, ainsi que les intérêts publics. La Cour se fonde sur le fait que le lien de filiation entre les requérants n'est pas mis en cause. De plus, le nombre de situations pouvant mener, lors de la présentation de l'acte de naissance de l'enfant, à la révélation de l'identité transgenre du parent reste limité puisqu'il est possible d'obtenir un acte de naissance sans la mention du parent. Enfin, la Cour rappelle que les autorités allemandes disposent d'une marge d'appréciation étendue pour la mise en œuvre de leurs obligations au titre de la Convention européenne des droits de l'homme. Au vu de ces éléments, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation de la Convention. La seconde affaire concerne un couple dont l'un des membres est transgenre. Né de sexe masculin, elle est reconnue à l'état civil comme femme. Par la suite, cet homme, devenu femme, conçoit avec ses gamètes mâles un enfant dont accouche sa compagne. La femme transgenre demande à être inscrite à l'état civil en qualité de mère en produisant une reconnaissance de maternité établie devant notaire avec le consentement de sa compagne. Mais l'officier d'état civil refuse d'inscrire cette reconnaissance. Il la considère sans validité juridique. Selon lui, seule la compagne, mère biologique de l'enfant, est la mère légale. Là encore, les requérantes finissent par se tourner vers la Cour européenne. Et ici aussi, elles se fondent sur les articles 8 et 14 de la Convention. Dans les mêmes termes et selon les mêmes arguments que dans l'affaire précédente, la Cour européenne des droits de l'homme juge qu'il n'y a pas eu violation de la Convention. Alors que faut-il retenir de ces décisions, Florence ? Par ces 2 décisions, la CEDH admet que les États fassent prévaloir en matière de filiation la réalité biologique sur l'identité de genre du parent traduite dans l'état civil. Elle leur reconnaît une large marge d'appréciation, l'aune de mesure étant toujours l'intérêt supérieur de l'enfant. En l'espèce, la Cour constate que le lien de filiation n'est pas mis en cause puisque la maternité du requérant dans le premier cas et la paternité de la demanderesse dans le second cas sont reconnues. Scénario classique, des époux mariés sous le régime de la séparation de biens divorcent. Le mari réclame une créance pour avoir participé au financement de la construction d'une maison sur un terrain appartenant à son épouse. La Cour d'appel refuse. Elle relève que le financement litigieux a servi à l'acquisition d'un bien personnel à l'épouse et non à celle d'une part indivise, que la dépense engagée par l'époux, d'environ 36 000 € a été ponctuelle et relativement modeste. Par ailleurs, qu'il n'a pas été établi de surcontribution aux charges du mariage. Et enfin, que l'époux comme les enfants du couple ont bénéficié d'un hébergement dans le bien immobilier considéré. Par conséquent, une telle dépense a participé de son obligation impérative entre époux de contribuer aux charges du mariage, telles que prévues à l'article 214 du Code civil, sans compensation possible. Alors j'imagine, Caroline, que la Cour de cassation n'a pas été vraiment convaincue par ce raisonnement. En effet, Olivier, et la Cour de cassation ne l'a pas suivi. C'est au visa de ce même article 214 qu'elle a censuré l'analyse des juges du fond. Elle énonce que, sauf convention contraire des époux,
L'apport en capital de fonds personnels réalisé par un époux séparé de biens pour financer l'amélioration par voie de construction d'un bien personnel appartenant à l'autre et affecté à l'usage familial ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. En l'espèce, à défaut pour les époux d'avoir conventionnellement prévu l'exécution par le mari de sa contribution aux charges du mariage sous la forme d'un apport en capital, la demande de remboursement de ce dernier ne pouvait pas être tenue en échec sur ce fondement. Et quel est donc le principal enseignement de cet arrêt ? La solution selon laquelle l'apport en capital ne peut pas participer à l'exécution de l'obligation contributive à propos du financement par un époux séparé de biens d'un bien indivis à son conjoint est classique. La nouveauté réside dans son application à l'acquisition par un époux séparé de biens d'un bien personnel à son conjoint. Et à dire vrai, on voit mal comment il aurait pu en être autrement. En pratique, l'unique moyen pour les époux séparés de biens de faire de l'apport en capital un mode de contribution à l'exécution de l'obligation est de le prévoir expressément au terme d'une convention. Merci à toutes et à tous pour votre attention et à bientôt pour un nouvel épisode de 5 minutes d'arrêt en droit de la famille.